Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour à tous. 10 jours après le meurtre du militant identitaire Quentin Derencle, le gouvernement met la pression sur les groupes violents et le président se dit préoccupé par ce climat à l'approche des municipales. Hier, vous étiez à une réunion qui a ciblé le groupe antifasciste La Jeune Garde et à l'issue, LFI a interpellé le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée. On écoute le député Hugo Bernalicis. Votre famille politique doit s'expliquer. Quand votre ministre Aurore Bergé cite l'antisémite d'extrême droite, Charles Maurras, et propose un accord politique électoral avec le Rassemblement national, le bruit des bottes se fait de plus en plus lourd dans notre pays. Votre ministère a fait le choix de réprimer les mouvements sociaux pacifiques. Et quand des néo-nazis défilent, là, non, ça ne trouble pas votre ordre public. Maud Bréjon, est-ce que vous avez choisi votre camp ? Vous savez, depuis 2017, le gouvernement, les gouvernements successifs, le président de la République combattent avec la même virulence l'ultra-gauche et l'ultra-droite. C'est ce que le président de la République a redit hier. Il y avait effectivement une réunion dédiée à l'Élysée en présence du ministre de l'Intérieur, en présence du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a été l'occasion de faire un point de situation, un bilan de suivi de tout ce qui avait été réalisé depuis 2017 et de ce qui devait être réalisé dans les prochains mois. Et il n'y a pas de poids de mesure entre les deux. Il n'y a pas de poids de mesure. On suit les renseignements territoriaux qui sont chefs de file sur la question, suivent avec la même intensité, avec la même rigueur, l'ensemble des mouvances violentes, qu'elles soient encore une fois d'ultra-gauche, d'ultra-droite, et en leur sein des différentes branches. Nous avons procédé à 10 dissolutions, 25 dissolutions depuis 2017, d'ultra-gauche comme d'ultra-droite. Parce qu'encore une fois, nous ne hiérarchisons pas la dangerosité de ces différents groupuscules. Mais pour faire une micro-parenthèse avant de revenir sur ces dissolutions, avec le recul, en lisant le communiqué de la famille de Quentin Derencle, qui dénonce une récupération politique, des dérapages racistes, en voyant ces saluts nazis dans les rues de Lyon samedi, est-ce qu'il fallait autoriser cette marche ? Vous savez d'abord que le préfet de police, le ministre de l'Intérieur, n'autorisent pas des manifestations, ils peuvent l'interdire lorsqu'ils estiment que ça contrevient à l'ordre public. Vous jouez un peu sur les mots. En tout état de cause, non, je joue pas sur les mots, je précise le droit. Interdire et ne pas autoriser. Et donc, en tout état de cause, la décision de ne pas interdire a été prise au regard du droit. Maintenant, ce qu'on a vu, et je pense notamment au salut nazi, je pense à un certain nombre de propos qui ont été scandés, tombent évidemment sous le coup de la loi et sont proprement inadmissibles. Mais là, attention, je vois bien le piège dans lequel on essaie de nous emmener depuis une semaine, comme vous le dites, à choisir notre camp, entre deux types de groupuscules qui sont aussi dangereux et aussi violents l'un que l'autre. Et c'est pareil pour vous, groupe Antifa, groupe d'ultra-droite, vous les mettez sur le même plan? Parce que LFI dit les groupes Antifa, ils luttent contre le fascisme. Mais tout groupe qui appelle à la violence, qui se constitue dans l'objectif de mener des actions violentes, comme ça a été le cas pour la Jeune Garde, comme c'est le cas ou comme ça a été le cas pour certains groupes d'ultra-droite, doivent être suivis et doivent être dissous, si le droit le permet, avec la même volonté politique. Mais à quoi ça sert, Maud Bréjon, de dissoudre, parce que hier, justement, le gouvernement, dans cette réunion à laquelle vous participiez, a décidé de saisir la justice sur une possible reconstitution du groupe fasciste La Jeune Garde, alors qu'on le sait, parmi les 7 hommes mis en examen dans le meurtre de Quentin Derencle, beaucoup faisaient partie de ce groupe, un groupe qui avait été officiellement dissous. Donc quand on dissout un groupe, ça ne sert à rien finalement. Quand vous procédez à la dissolution, vous ne procédez pas à la dissolution des idées, et encore moins, excusez-moi de le dire comme ça, des individus. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que dès lors qu'il y a une dissolution, il y a un travail méticuleux des renseignements territoriaux derrière pour surveiller l'éventuelle reconstitution de ligue dissoute. La reconstitution de ligue dissoute est un délit qui est passible d'une peine de prison de 3 à 5 ans jusqu'à 75 000 € d'amende. Et effectivement, dans le cadre de la Jeune Garde, nous avons pris 2 décisions. La première qui a été lancée par le ministre de l'Intérieur il y a maintenant 3 jours, qui consiste à saisir la justice pour reconstitution de ligue dissoute, parce que nous avons suffisamment d'éléments pour étayer ce dossier. Et d'autre part, les renseignements territoriaux ont identifié des ramifications locales
territoriales qui sont de toute évidence l'émanation de la Jeune Garde, de ce qu'était la Jeune Garde. Fond, et donc là, on a pris la décision de lancer également une procédure de dissolution pour ces différents groupuscules. Et on le fait à chaque fois. Mais au fond, la question qu'on vous pose, c'est comment vous faites pour dissoudre des amis. Je vous donne un autre exemple. Quand vous avez dissous Génération Identitaire, ils se sont rappelés ensuite les Zouaves de Paris. Et les spécialistes de la question disent qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des groupes affinitaires. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas, au fond, impuissant? Mais il y a des groupes affiliés qui peuvent se reconstituer, et lorsque c'est le cas, on les surveille, on procède à l'établissement d'un dossier de dissolution, et on lance cette dissolution, comme ça va être le cas pour les 5 groupes, les 5 émanations de la Jeune Garde que je viens de citer. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ça se base évidemment sur une volonté politique, et nous avons cette volonté politique, le président a cette volonté politique depuis 2017, mais ça se base aussi sur le droit. J'entends depuis 24-48 heures des forces politiques nous appeler à dissoudre tantôt telle organisation, tantôt telle autre. Le collectif Némésis, notamment Par l'identité. Alors ça, vous voulez pas le dissoudre? Très bon exemple. Ce n'est pas uniquement, il faut bien comprendre les choses, ce n'est pas uniquement une question de volonté politique. Il y a une volonté politique, mais ce n'est pas une décision prise de façon partiale et autoritaire par un gouvernement, quel qu'il soit. Et heureusement, c'est fondé en droit. Il y a dans le Code de la sécurité intérieure un certain nombre de motifs qui sont listés et qui vous permettent d'accéder à cette dissolution. Et ce n'est pas le cas pour Némésis? Je vais vous donner quelques exemples, la constitution de groupes armés, l'appel à commettre des actes violents, discours de haine, de discrimination, d'ingérence étrangère, évidemment le terrorisme. Et c'est pas le cas de Némésis? Lorsqu'un de ces motifs, c'est au ministre de l'Intérieur de le dire, lorsqu'un de ces motifs est suffisamment étayé, alors le gouvernement systématiquement établit un dossier, s'ensuit ensuite une procédure contradictoire, c'est-à-dire qu'on se retourne vers le groupe en question et on lui permet de répondre aux accusations. Mais donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire si Némésis va être dissous ou pas. Et le tout débouche par un décret effectivement de dissolution en Conseil des ministres. On suit le groupe Némésis comme on suit l'ensemble des groupuscules. Et lorsque les dossiers de dissolution nous estiment être suffisamment étayés et suffisamment fondés, vous faites la demande. Alors on procède à la dissolution. Maud Bréjean, on vous entend. Mais ceux qui, pardonnez-moi, je le redis parce que ce qui s'est passé hier en question au gouvernement, dit quelque chose de l'approche qu'ont certains groupes politiques de cette notion de dissolution. Ce n'est pas une décision qui est prise de façon, encore une fois, partielle et autoritaire. On vous entend, Maud Bréjean, et on se pose aussi d'autres questions. Vous dites certains groupes politiques, LR et le RN, appellent clairement à un cordon sanitaire autour de la France insoumise. Et vous? Ma position, elle a toujours été extrêmement claire. Ni la France insoumise, ni le Rassemblement national. Dès le lendemain du premier tour des élections législatives de 2024, j'ai pris une position, je crois, on ne peut plus claire. À rebours du Front républicain, vous dites les deux sont à envoyer. Je refuse d'appeler à voter pour la France insoumise, comme je refuse évidemment d'appeler à voter pour le Rassemblement national. Il ne peut y avoir aucun type d'accord électorale, ni avec l'un, ni avec l'autre. Et je suis presque désolée de devoir le préciser comme ça ce matin. Parce que Aurore Berger, votre collègue au gouvernement, a appelé le RN à se désister en cas de risque de victoire de LFI. C'est quoi? C'est ça que vous visez comme accord électoral? Ça veut dire quoi? C'est sa position personnelle et pas la vôtre. Je vous laisserai lui demander de l'expliciter. Moi, je dis une chose très simple et c'est la position du gouvernement. Nous n'appelons le RN à rien. Nous ne demandons rien au Rassemblement national, de même que nous n'appelons la France insoumise à rien et que nous ne demandons rien à la France insoumise. Il ne peut y avoir aucun accord électoral, qu'il soit affiché ou implicite, avec des formations d'extrême droite ou d'extrême gauche. On peut discuter avec le Parti socialiste, on discute avec les Républicains, on est même ensemble dans le gouvernement, et ça me semble tout à fait normal, mais la France insoumise, comme le Rassemblement national, sont pour nous des lignes rouges extrêmement claires. Et vous recadrez votre collègue. Pour des raisons vous recadrez Aurore Berger aujourd'hui. Ah bah si, clairement. De ton opposition frontale. Je vous donne ma position personnelle parce que, pardonnez-moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et ce pour des raisons de fond. Pas pour des raisons politico-dogmatiques. Vous parlez de la France insoumise. On les combat, et je les combats personnellement pour des raisons différentes, mais pour des raisons qui sont majeures dans les deux cas. On l'a bien compris. Vous aviez appelé LFI à exclure au moins
temporairement le député LFI cofondateur de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud. Je n'ai pas été entendu de toute évidence. Manuel Bompard, qui était à votre place, a dit que c'était absolument hors de question. Est-ce que vous le réclamez à nouveau aujourd'hui, au vu des nouveaux éléments qui nous parviennent de l'enquête? Alors, je le réclame de nouveau et je l'avais réclamé dans un souci de clarification. J'avais appelé la France Insoumise, les dirigeants de la France Insoumise, à clarifier leur position vis-à-vis des groupes violents, notamment la Jeune Garde. Je rappelle que Monsieur Arnaud a été un des membres fondateurs de la Jeune Garde et que la Jeune Garde s'est toujours constituée comme un groupe intrinsèquement violent. Il y a eu de toute évidence une clarification de la France Insoumise, mais pas dans le sens escompté. La France Insoumise a effectivement clarifié sa position et depuis quelques jours assume de façon, encore une fois, transparente et délibérée ses liens avec ce type de groupuscule. Jean-Luc Mélenchon qualifiait la Jeune Garde d'organisation liée, alliés, ce sont ces mots, à la France Insoumise. Mais ils ont catégoriquement condamné la violence également, il faut le préciser. Oui, mais là encore, pardonnez-moi, le double discours est criant. Vous pouvez, quand vous condamnez la violence sur les plateaux télé, vous ne faites pas élire un député qui est membre fondateur d'un des groupes dont provient cette même violence. Et quand il se passe un drame comme celui qu'on a connu à Lyon, vous ne maintenez pas délibérément le député au sein même de votre groupe. Il faut voir quand même que M. Bompard, M. Mélenchon, Mme Panot aussi, je crois, ont dit qu'ils étaient fiers. Ils ont utilisé ce mot. Ils ont dit on est fiers d'avoir Raphaël Arnaud dans leur groupe politique. Donc ils sont fiers d'avoir un membre fondateur d'un groupuscule extrêmement violent qui, de toute évidence, était lié au drame qu'on a connu à Lyon. C'est une grande clarification, mais là encore, il va falloir en tirer des conclusions. Oui, c'est quoi les conclusions? Est-ce que vous appelez à un front républicain contre LFI maintenant? Je peux vous redire ce que j'ai dit. Moi, j'ai une position claire, tant vis-à-vis de la France Insoumise que vis-à-vis front du républicain RN. aussi contre LFI. J'appelle en revanche le reste de la gauche, là aussi, à avoir une position on ne peut plus lisible, ferme et définitive. C'est-à-dire, Je ne peux pas m'exprimer, vous savez qu'on est en période de réserve, donc je ne peux pas m'exprimer outre mesure sur les élections municipales qui arrivent. Pour autant, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste, pour ne citer que, Place Publique, Raphaël Glucksmann l'a fait, doivent s'engager, encore une fois de façon ferme et définitive, à ne plus jamais s'allier, de quelque façon que ce soit, avec la France Insoumise. Et là encore, j'observe que la clarification n'est pas menée à terme. Je ne citerai pas de nom de ville, puisque nous sommes en période de réserve. Mais sur il y a ce des plateau. villes où il y a des alliances, effectivement, des listes communes, LFI, Dans mon département, à Gâte-Lambray, il y a des villes où, dès le premier tour, il y a, sur les mêmes tracts de campagne, les logos EELV, la France Insoumise, Parti Communiste et Parti Socialiste. Bien, là encore, moi j'appelle le premier secrétaire du Parti Socialiste à clarifier cette position. Je vois que beaucoup l'ont fait. Et j'en suis très heureuse. Je pense à François Hollande, je pense à Jérôme Gued, je pense à Raphaël Glucksmann, qui a été d'une clarté absolument limpide. Vous le demandez à Olivier Faure. Mais j'appelle les dirigeants socialistes, communistes, écologistes, là à encore, clarifier leur position. et à faire preuve de courage. On vous entend, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Dans un instant, on va parler de la loi fin de vie, notamment, et d'un camouflet pour le ministre des Affaires étrangères hier. Mais tout de suite, il est 8h47 et c'est l'info en 1 minute avec Sarah Ders. Christophe Leribaud pressenti pour remplacer Laurence Descartes. La présidente du Louvre démissionne. L'Élysée accepte et salue un acte de responsabilité 4 mois après le spectaculaire cambriolage du plus grand musée au monde. Christophe Leribaud est pour l'instant président du château de Versailles. L'Iran réagit et rejette ce matin les accusations américaines concernant son programme de missiles. Donald Trump a affirmé plus tôt que Téhéran développe des missiles capables de frapper les États-Unis. Pour l'Iran, ce sont des mensonges. Le groupe d'électroménager SEB envisage des suppressions de postes, 500 en France, plus de 2000 dans le monde, pour être plus compétitif face à la concurrence asiatique plus intense selon SEB. Amazon retire de la vente un livre de dark romance accusé de faire l'apologie de la pédocriminalité. Une pétition est en ligne et elle recueille déjà plus de 60 000 signatures. France Info.
Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Paul, on parle des suites d'un clash diplomatique. Bah oui, après avoir posé un énorme lapin en ignorant la convocation de la France, l'ambassadeur des États-Unis à Paris a téléphoné hier midi au ministre des Affaires étrangères en se disant disposé à ne plus interférer dans le débat public national, comme cela lui était reproché dans l'affaire Quentin Desranques. Tout est pardonné avec un petit coup de fil. Vous oubliez totalement cette sanction de révoquer l'accès direct au gouvernement français de l'ambassadeur américain? En tout cas, c'est exactement ce qu'on demande aux puissances étrangères, quelles qu'elles soient, de ne pas interférer dans le débat public national. Donc il peut poser un lapin comme ça et juste le lendemain appeler et puis c'est fini, on oublie. Je crois qu'ils se sont expliqués et je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Moi, je vous redis la position qui est la nôtre. Nous refusons que des puissances internationales, quelles qu'elles soient, s'immiscent dans le débat national, a fortiori sur un débat aussi sensible. Le président de la République a eu l'occasion de le rappeler hier lors de notre réunion à l'Élysée. Jean-Noël Barrot l'a fait, Emmanuel Macron l'avait fait vis-à-vis de Giorgia Meloni il y a 3 ou 4 jours de ça. Donc on continuera à tenir cette ligne, quel que soit l'avis des uns et des autres. Maud Bréjon, c'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale doit voter en seconde lecture les 2 textes concernant la fin de vie. L'un pour renforcer les soins palliatifs, l'autre qui légalise l'aide active à mourir ou le suicide assisté de façon encadrée. Avez-vous toujours de gros doutes sur l'aide à mourir ? Oui, et je commence toujours en prenant des précautions qui me paraissent importantes. D'abord, la position des uns et des autres est évidemment respectable. Ça touche à des convictions très personnelles, à des croyances, à un vécu, aux histoires de chacun. Et donc, je ne porte absolument aucun jugement sur les positions qui sont défendues ici ou là. Vous parlez à titre personnel ? Bien sûr, et je parle à titre personnel. Le Premier ministre a d'ailleurs donné la liberté totale d'expression sur cette question au ministre. Ma conviction, c'est que la priorité doit d'abord être donnée aux soins. Et c'est ce qu'on va faire avec le texte qui touche sur les soins palliatifs. Vous avez précisé qu'il y avait effectivement 2 textes qui allaient être mis au vote. J'aurais évidemment, si j'étais encore députée, voté ce texte dès demain, parce qu'on a besoin d'avancer sur les soins palliatifs. On a besoin que partout sur le territoire national, il puisse y avoir une accessibilité renforcée à ces soins palliatifs. Et aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment le cas. Mais pourquoi ? En revanche, sur la question de ce que vous appelez l'aide active à mourir, d'autres pourraient l'appeler euthanasie. Oui, vous trouvez que le choix des mots est très important dans ce débat. Le choix des mots est très important et défendre la sensibilité, encore une fois, de chacun. J'estime que ce texte ouvre une boîte de Pandore et ne pose pas les limites suffisantes pour prémunir la société des dérives. Mais c'est-à-dire, c'est quoi les dérives ? Certains disent par exemple, pour les pauvres, qui ont l'impression d'être un boulet pour leur famille ou pour certaines catégories sociales, ils iront vers l'euthanasie parce qu'ils se sentent de trop. Quand vous regardez le contenu de ce texte, ça ne se limite pas aux maladies incurables entraînant le décès à court terme. Si c'était limité aux maladies incurables entraînant le décès à court terme... Non, mais il faut que le pronostic vital soit irrémédiablement engagé. Oui, mais à court ou moyen terme. Et donc là, encore une fois, j'estime, à mon sens, qu'on ne pose pas les limites nécessaires. J'estime que ce texte va trop loin. J'estime que la priorité doit être donnée aux soins et que tant que nous n'avons pas été suffisamment loin sur les soins palliatifs, tant que partout sur le territoire, ces soins palliatifs ne sont pas développés à un niveau suffisant, alors nous ne devons pas emprunter la seconde voie. J'aurais aimé qu'on mette dans un premier temps tous les moyens nécessaires, y compris budgétaires, sur la question des soins palliatifs, pour toutes les questions qu'on vient de se poser. Ça fait des années qu'on a ce débat, 3 ans qu'il y a eu la Convention citoyenne, et 3 ans après, la porte-parole du gouvernement dit « Waouh !» Enfin, un texte, finalement, on a l'impression un texte qui est pour rien, quoi, si on vous écoute. Et je vais en tout cas, qui n'a rien anticipé. Non, ma position... Alors que ça fait des années que le gouvernement ma position, elle est probablement à rebours de la majorité dans l'opinion publique et j'en ai bien conscience. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à le faire ? Ça devait être la réforme majeure du quinquennat, de la décennie même Macron. Ça pourrait échouer ce soir. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire un texte ? Alors, pardonnez-moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. D'abord, c'est un engagement important du président de la République et je ne le remets aucunement en cause. J'entends par ailleurs que c'est une question qui traverse une partie de la société, qui traverse certaines familles dans un sens ou dans un autre. J'ai été
énormément interpellée dans ma circonscription depuis 2 ans maintenant, par des associations, par des familles. Je les entends et je ne prétends pas détenir la vérité absolue sur cette question. Ce que je peux vous dire en revanche, parce que c'est un engagement du président de la République, c'est que ce texte sera mené à son terme. Et nous nous sommes engagés à donner le temps législatif nécessaire aux différentes lectures, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, de telle sorte que ce texte puisse être mené à son terme. Pour autant, j'ai une position personnelle que j'assume humblement ce matin devant vous. Les macronistes sont déchirés en 2 camps pour les municipales à Paris. La majorité soutient Pierre-Yves Bournazel. D'autres, comme vous, soutiennent Rachida Dati. Que fera Pierre-Yves Bournazel, le 3e homme dans les sondages, s'il se qualifie pour le second tour? Il a clarifié sa position sur France Inter tout à l'heure, on écoute. Je suis candidat du changement. Et candidat du changement, je ne rejoindrai ni Grégoire, ni Dati au second tour. Je mène campagne pour gagner et je crois que les Parisiens méritent un autre chemin que celui proposé par M. Grégoire et Mme Dati. Donc Pierre-Yves Bournazel ne rejoindra pas Rachida Dati, que vous soutenez pourtant. Pourquoi il veut faire perdre votre camp, Maud Bréjon? Alors, vous savez, Agathe Lambré, qu'on est en période de réserve. Donc, pour que les auditeurs comprennent, comme je viens ici avec les moyens de l'État, je ne peux pas apporter une parole qui c'est vrai, vous avez parlé des listes de gauche tout à l'heure au municipal. Moi, je vous parle des listes macronistes. Je vais prendre quelques précautions d'usage que chacun comprenne. Bon, c'est la position de Pierre-Yves Bournazel, je ne vais pas la commenter. En revanche, à mon sens, je plaide pour l'unité de la droite et du centre pour l'ensemble des scrutins électoraux, autant que possible dans l'ensemble des villes, parce que j'estime que c'est l'espace politique cohérent dans lequel on peut construire, dans lequel on peut changer la vie des gens et sur lequel on partage suffisamment de points d'accord. Donc vous déplorez ce qu'il a dit ce matin? Moi, j'appelle au rassemblement de la droite et du centre en toutes circonstances, parce que j'estime qu'encore une fois, c'est nécessaire qu'on gouverne ensemble, qu'on est dans la même majorité depuis maintenant plusieurs années, un tout petit mot, et que c'est ce qui fait sens. Rachida Dati est encore au gouvernement, alors que le Premier ministre s'était engagé à nommer avant le 22 février les remplaçants des ministres candidats, notamment. Nous sommes le 25, elle ne veut pas partir? Vous savez qu'il y a des sujets qui prennent du temps, je pense notamment à des sujets de fond. Vous avez probablement vu la question du Louvre. On va vous la poser dans quelques secondes. Et de la nomination, pardonnez-moi, à la tête du Louvre. Donc c'est pas Okay. Avant la question du Louvre, justement, on a appris hier que l'international marocain et joueur star du PSG, Achraf Hakimi, est renvoyé en procès pour viol sur une jeune femme en 2023, ce qu'il nie catégoriquement. C'est entre les mains de la justice, a simplement indiqué son entraîneur Luis Enrique qui le fait jouer ce soir. Est-ce que Achraf Hakimi a pour vous sa place sur le terrain ce soir en barrage retour de Ligue des Champions contre Monaco? Alors c'est pas la porte-parole du gouvernement de s'expliquer et de prendre position à la place, pardonnez-moi, d'un club de foot. Sur ces sujets qui sont éminemment sensibles, ma position, elle est constante et j'essaie de la tenir. Il faut respecter le temps de la justice et il faut respecter les décisions de justice. La présomption d'innocence, elle vaut pour tout le monde, même si parfois ça suscite des questionnements et on l'a vu sur bien d'autres affaires. Donc vous vous dites laissons la justice faire son travail avant de l'empêcher de jouer. Devant vous, j'appelais le Paris Saint-Germain à ne pas faire jouer tel ou tel joueur parce qu'il y a une procédure judiciaire en cours, j'insinue en tant que porte-parole du gouvernement une forme de présomption de culpabilité et je me suis toujours refusée à ça. C'est clair, Maud Bréjon. Comme tous les jours, c'est le moment de la question qui, aujourd'hui, la question qui est responsable. 128 jours après le cambriolage, la présidente du Louvre, Laurence Descartes, a remis sa démission hier. Si elle devait partir, pourquoi l'avoir protégée? Pourquoi avoir refusé sa démission il y a 4 mois? C'est une page qui se tourne. Et Laurence Descartes a pris cette position, a pris cette décision. Elle a eu l'occasion de s'en expliquer. 4 mois pour la tournée? Malgré le cambriolage, malgré les audits accablants. Elle a eu l'occasion de s'expliquer, de parler de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a mené depuis plusieurs années maintenant. Bon nombre de projets importants pour le Louvre. Pour autant, dans un souci d'apaisement et encore une fois d'écriture d'une nouvelle page du Louvre, elle a pris cette décision de partir. Elle a évidemment la confiance du président de la République, qui d'ailleurs lui a confié une mission dans le cadre du G7. Donc malgré tout ce qui s'est passé, le gouvernement aurait pu la maintenir. Qui se tiendra dans quelques mois. Pour autant, je le redis, dans un souci d'apaisement vis-à-vis de l'institution, elle a pris cette décision en conscience et en responsabilité. Et vous nous confirmez que c'est le patron de Versailles, du château de Versailles, Christophe Léribaud, qui pourrait lui succéder? Je vous confirmerai les décisions et les nominations après le Conseil des ministres, en compte rendu de Conseil des ministres. Pour autant, les noms qui sont cités ce matin chez vos confrères parisiens sont des personnalités de grand talent et de grandes compétences, indéniablement.
Merci. Merci beaucoup, Maud Bréjon, d'avoir répondu aux questions de France Info.